Bonjour et bienvenue à vous à ce webinaire de présentation de l'AMI, donc appel à manifestation d'intérêt de Citeo pour la valorisation locale des déchets d'emballage ménager et des papiers en Outre-mer. Je vous remercie pour votre présence. Ce que je vous propose, c'est de peut-être commencer par les présentations. Alors, on ne va pas pouvoir faire un tour de table traditionnel, on est une trentaine de participants, mais ce que je vous propose, c'est pour ceux qui le souhaitent, de vous inviter à peut-être vous présenter dans le chat avec vos noms, prénoms, peut-être votre structure et puis si vous le souhaitez, la raison pour laquelle vous assistez au webinaire d'aujourd'hui. En ce qui me concerne, je suis Tiki Massine. Je suis responsable des opérations et du recyclage outre-mer pour Citeo. Et donc, à ce titre, je m'occupe de l'activité reprise et recyclage pour l'ensemble des territoires ultramarins. Et de manière un peu plus spécifique, je suis aussi responsable des relations avec les collectivités locales pour la Guadeloupe et pour Saint-Martin. Et donc aujourd'hui, je suis accompagnée de deux collègues, Nicolas Moulin qui est responsable territorial et qui va notamment m'aider à prendre aussi les questions sur le chat parce que je ne les vois pas forcément en direct, mais n'hésitez pas. Et Patricia Siakrani qui s'occupe de la partie technique sur le webinaire. Voilà un petit peu, simplement 2 points d'information avant de commencer. Le webinaire est enregistré, donc il sera disponible en replay sur le site internet de Citeo sur la page de l'AMI. Voilà, pour les personnes qui n'auraient pas pu participer ou alors pour les personnes qui souhaiteraient revisionner la vidéo. Et puis également, donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est bien évidemment de présenter cette AMI valorisation locale en Outre-mer, mais c'est aussi de pouvoir ouvrir un temps de discussion et de pouvoir voilà, avoir un espace pour poser les différentes interrogations, les commentaires, etc. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. J'ai prévu tout au long de la présentation voilà, des espaces pour reprendre ces questions, mais n'hésitez pas aussi à les écrire sur le chat au fil de l'eau. Voilà un petit peu. Je vous propose donc de commencer avec ce webinaire. Et notamment, on fera ça en 3 temps. Je vais commencer par reprendre un petit peu le contexte de la valorisation des déchets et d'emballage et de papier dans les territoires ultramarins, et puis le périmètre et les objectifs de l'AMI. Ensuite, on fera un focus vraiment particulier sur tout ce qui va être modalité de soutien technique et financier. Et puis enfin, on reprendra et on rappellera les différentes échéances liées au processus de candidature. Alors, pour la partie contexte et périmètre de l'AMI, simplement un rappel de qui est Citeo. Citeo, c'est un acteur de l'économie circulaire depuis maintenant pratiquement 30 ans. C'est un éco-organisme donc, qui s'inscrit dans le Code de l'environnement français et notamment sur le principe du pollueur-payeur, c'est-à-dire que ce sont les entreprises qui mettent en marché des emballages ménagers ou des papiers graphiques qui contribuent financièrement à développer la filière de recyclage de ces déchets-là. Et donc, l'éco-organisme organise tout ça et est agréé par l'État sur des périodes de 6 ans renouvelables pour organiser cette filière. Et donc, a comme périmètre d'activité les déchets d'emballage ménager depuis 1992 et les papiers graphiques depuis 2017. Rappelez aussi que Citeo est un éco-organisme financier et donc soutient financièrement les différentes parties prenantes. Donc, à l'opposé, par exemple, d'éco-organismes qui seraient vraiment opérationnels sur voilà, la logistique de collecte, etc., des déchets. En ce qui concerne le rôle et les missions de Citeo, donc j'ai listé les 3 principales ici. La première, ça va être organiser la collecte, mais aussi le tri et le traitement des emballages et des papiers pour en fait arriver à améliorer les performances et les taux de recyclage et à un coût maîtrisé. Ça, c'est le premier élément. C'est un travail qui se fait principalement avec les collectivités locales. Un deuxième aspect, ça va être de piloter des programmes de recherche pour développer, alors en amont, l'éco-conception et puis tout au long de la chaîne et en aval, les différents process industriels, par exemple les modernisations de centres de tri, etc. Et c'est dans ce cadre-là aussi que Citeo lance un certain nombre d'appels à projets et d'appels à manifestation d'intérêt. Et puis le troisième aspect, qui est un aspect très important, c'est l'information et la sensibilisation des citoyens et des citoyennes aux gestes de tri, puisque c'est effectivement le premier geste pour permettre toute cette chaîne de valorisation.
Et donc, les objectifs de Citeo, qui sont des objectifs fixés par son cahier des charges, sont de 75% de recyclage des emballages ménagers et 65% pour les papiers graphiques. Voilà un petit peu le contexte et le rappel de qui est Citeo. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Citeo déploie un AMI sur la valorisation locale en Outre-mer? Alors, il faut savoir que les territoires ultramarins ont majoritairement recours à l'exportation pour le recyclage des emballages et des papiers. Il y a deux raisons structurelles à ça. La première, c'est qu'on est sur des bassins de population qui sont relativement faibles et que donc ces populations génèrent peu de tonnage et donc cela va rendre plus difficile les économies d'échelle en fait, qui seraient nécessaires pour déployer des infrastructures industrielles pour le recyclage des déchets. La deuxième raison, c'est qu'on est sur des territoires qui vont être soit insulaires, soit enclavés, et que donc les différents accès terrestres et maritimes aux solutions de valorisation locale qui seraient déployées dans les bassins régionaux de ces territoires sont plus limités, voire plus coûteux. Et donc, la conséquence de cette situation-ci, c'est que, en ce qui concerne la valorisation locale des déchets actuellement sur les territoires, on va être principalement sur le verre, qui sera recyclé en sous-couche routière, par exemple, sauf à La Réunion et Mayotte où ce matériau est encore exporté pour le recyclage. Donc, principalement, ça sera le verre. Et en fait, tout le reste va partir en exportation pour être recyclé, donc soit en Europe, soit en Asie. Donc, ça représente à peu près 80% des tonnages qui sont actuellement collectés et recyclés qui sont exportés. Et donc, en moyenne, on est sur à peu près 4600 km parcourus par tonne. Donc, bien évidemment, cette situation comporte des impacts, et notamment en termes de coûts économiques et de coûts environnementaux. Et c'est pour essayer un petit peu de réduire cet impact que Citeo a décidé de déployer cette AMI. Donc, les objectifs de cette AMI, il y en a deux. Donc, bien évidemment, le premier, accompagner le développement de solutions locales de valorisation des matériaux. Donc, ça, c'est le premier objectif. Et puis également pouvoir capitaliser sur ce développement-là et valoriser les savoir-faire en Outre-mer auprès des filières de recyclage au niveau national, auprès du grand public. Donc là, je m'arrête 5 minutes pour faire simplement un petit zoom et un petit focus sur qu'est-ce qu'on entend exactement par valorisation. Donc, ce qu'on entend par valorisation dans le cadre de cette AMI, donc, ça va être premièrement le recyclage, donc la valorisation matière. Donc, on va être sur de la transformation en matière première, secondaire de différents produits pour fabriquer de nouveaux objets. Par exemple, on va faire des granules de PET avec des bouteilles de PET, ou alors on va recycler peut-être en faisant des vêtements, etc. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième type de valorisation qui peut être inclus, ce sera la valorisation énergétique. Donc là, on va être sur la conversion en combustible ou en d'autres substances destinées à produire de l'énergie. Donc ça pourrait être du carburant, des combustibles solides de récupération, de l'électricité, du gaz. Et puis également une valorisation en remblayage, qui est notamment ce que je mentionnais tout à l'heure par rapport au verre et à l'utilisation en sous-couche routière, et qui donc va être l'utilisation pour la remise en état de zones excavées, ou alors pour des travaux d'aménagement paysager. À noter, dans ce terme de valorisation est donc exclu toute la partie réemploi, qui fait par ailleurs l'objet d'autres appels à manifestation d'intérêt au niveau national et lancés par Citeo. Et également à noter, on a ces trois types de valorisation qui sont incluses, mais on reste toujours inscrit dans la hiérarchie de mode des traitements des déchets, qui veut qu'en priorité, on fait de la prévention, puis du réemploi, puis ensuite recyclage, donc valorisation matière, puis valorisation énergétique, etc., jusqu'à quand il n'y a pas d'autre solution, arriver à la destruction. En termes de périmètre, donc l'AMI concerne vraiment tous les matériaux qu'on peut retrouver dans la collecte sélective. Donc, on va avoir les matériaux, on va dire, traditionnels qui sont déjà inclus dans les consignes de tri des territoires ultramarins, à savoir l'acier, l'aluminium, le carton, les papiers graphiques, le PEHDPP, PET clair, PET foncé, et puis le verre. Donc, ça, c'est ce qui est déjà inclus dans les consignes de tri des territoires ultramarins. En plus de ça,
on a choisi d'intégrer d'autres matériaux qui font partie du périmètre Citeo, mais qui ne sont pas encore inclus, que sont les briques alimentaires. Donc, ça va être tout ce qui est boîtes de briques de lait, de jus, etc. Donc, qui vont être en Tetra Pak, un composé avec du carton, mais aussi de l'aluminium et du plastique. Et puis, tout ce qui est les plastiques en extension de consigne de tri. Donc, ce sera tous les autres plastiques hors bouteilles et flacons, donc les pots, les barquettes, etc., les films étirables également. Ça, c'est pour le périmètre des matériaux. En termes de territoire, on va être sur tous les territoires qui sont inclus dans le périmètre Citeo. Donc, c'est-à-dire 7 territoires. Au niveau de l'océan Atlantique, tout l'arc Antilles-Guyane, donc avec la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et Saint-Martin. Et puis également Saint-Pierre-et-Miquelon au niveau du Canada. Et puis, pour la partie océan Indien, la Réunion et Mayotte. Qu'est-ce que ça représente tout ça en termes de tonnage au niveau de ces territoires-là? Alors, on est à peu près sur 55 000 tonnes de déchets recyclés qui sont répartis, là, comme vous le voyez sur la gauche, par matériaux. Donc là, c'est tout territoire confondu. Et donc, on voit que donc on a un gros gisement de verre, hein, c'est une répartition en poids, donc à 43%. On a aussi beaucoup de carton et de papier à 27 et 18%. Et puis, on va avoir une part de plastique, PEH, DPP et PET, et un petit peu d'acier, également d'aluminium. Et donc, je vous ai remis sur la droite la répartition de ces tonnages par région et par territoire, et également par matériaux. Et donc ça, c'est des éléments qui sont inclus dans l'annexe du cahier des charges de l'AMI. Et donc, on se rend compte que, en fonction de la population des différents territoires, on est sur des gisements plus ou moins importants. On voit par exemple Saint-Martin qui est à peu près 600 tonnes en comparaison avec les Réunions qui est à 35 000 tonnes tout compris. On voit que l'éventail peut être assez large, mais en général, on se retrouve sur des gisements qui sont quand même relativement faibles dans le cadre de solutions de valorisation. Et donc, ici, j'ai listé quelques stratégies du coup qui peuvent être déployées pour essayer de contourner ou en tout cas de faire en sorte que ces solutions de valorisation soient quand même possibles. Alors, ça ne sera pas un coup de baguette magique, évidemment. Là, dans ces 3 cas de figure, on a le premier cas où finalement c'est relativement simple. On pourrait avoir des tonnages de collecte sélective qui soient suffisants pour déployer la solution de valorisation qu'on a envisagée. Et donc là, on peut envisager une unité industrielle via une technologie qui peut être soit éprouvée, soit une innovation. Dans un deuxième cas de figure, on peut également se retrouver dans un contexte où le tonnage de collecte sélective qui est ciblé, c'est insuffisant pour développer la solution qu'on envisage. Donc, dans ces cas-là, on peut aussi avoir recours à une unité industrielle, voire micro-industrielle peut-être pour justement redimensionner en fonction du gisement. De la même manière, avoir appel à une technologie éprouvée ou alors à une innovation. Mais ce qui sera important ici, c'est qu'il va falloir peut-être mutualiser les gisements avec d'autres secteurs pour augmenter les tonnages et faire des économies d'échelle. Et donc ici, potentiellement, aller frapper à la porte des industriels ou de différents éco-organismes qui pourraient venir compléter les gisements. Ça, c'est une première stratégie qui peut être déployée. Dans le troisième cas de figure, un peu plus compliqué, on peut se retrouver sur des territoires isolés, notamment, je pense à la Guyane, qui est un très vaste territoire, mais aussi où il y a beaucoup de forêts amazoniennes, et donc du coup, les sites sont relativement isolés. Et donc là, ça apporte encore un peu de complexité. Donc, on va plutôt avoir recours à des unités de micro-industriels, plutôt en général à des technologies innovantes pour pouvoir prendre ça en compte. Et puis, en termes de stratégie, mutualiser les gisements, comme dans le cas précédent, avec des déchets d'autres secteurs d'activité. Et également, peut-être aussi mutualiser les moyens, et notamment pour rallier les différents sites pour pouvoir mutualiser ces gisements-là. Et notamment, par exemple, des moyens logistiques que pourraient déjà avoir mis en place des sociétés, des associations ou les services publics sur le territoire. Donc voilà un petit peu quelques idées de stratégie. On va dire que ce n'est pas du tout exhaustive et que bien évidemment, si vous en avez d'autres, elles sont les bienvenues.
voilà, pour un petit peu développer ces solutions de valorisation locale. Je vais faire une petite pause ici pour prendre un temps pour prendre les questions. Voilà, je vous ai remis ici les différents sujets qu'on a vus à l'instant. Le rôle de Citeo, le contexte et les objectifs de l'AMI avec son périmètre et les tonnages, et puis les stratégies possibles. Tiki, nous avons eu quelques questions dans le chat que je vais te partager. Il y a Bruno qui demande, est-ce que le PEBD peut s'intégrer dans cette AMI? Alors, est-ce que le PEBD peut s'intégrer dans l'AMI? Oui, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, en termes de matériaux, on a tous les plastiques qui sont en extension de consigne de tri, et donc dans ces plastiques-là, il y a aussi le PEBD, effectivement. Ensuite, Hugoline demande si les volumes de plastique hors ECT peuvent-ils être transmis? Oui, tout à fait. Alors, je vais reprendre du coup la slide qui est là. Et ici, en fait, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on est sur les éléments qui sont partagés dans le cahier des charges de l'AMI. Et ici, vous avez un détail par territoire et par flux. Donc, pour les plastiques hors ECT, on est sur le PEHD, PP et le PET. Donc, vous avez le détail ici sur les différents territoires. Peut-être préciser aussi que les données qui sont affichées sont les données et les tonnes qui sont recyclées aujourd'hui par Citeo et qu'il y a la question en fait, du gisement disponible sur les différents territoires qui peut être aussi investigué, alors soit sur la base de résultats, je pense, de caractérisation peut-être de Modecom qui sont réalisés sur les territoires ou des caractérisations qui sont faites par Citeo pour peut-être avoir, notamment sur ce gisement, peut-être en ECT, quels sont les tonnages qui seraient disponibles sur les territoires. Oui, et en plus de ça, là, on est vraiment sur du coup la collecte sélective. Et donc, comme je disais à l'instant, on peut aussi, ça inclut pas, en tout cas, les tonnages des activités économiques et des éco-organismes. Donc, ces tonnages pourraient totalement être complétés au niveau des territoires. Sujet à investiguer. Alors, on n'a plus de questions dans le chat. Peut-être s'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole sur cette première partie de présentation. Vous êtes les bienvenus. Tout à fait. Alors, on a M. Jean-Pierre Racouts qui demande est-ce que pour les emballages non recyclables, la mutualisation avec les biodéchets pour les emballages compostables Home Compost est possible? Alors, pour les emballages non recyclables, la mutualisation avec les biodéchets. De quel emballage, du coup, est-ce que peut-être Jean-Pierre, vous pouvez préciser votre question? Vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Il s'agit en fait de solutions alternatives aux emballages, notamment souples à contact alimentaire, qui sont non recyclables puisqu'ils sont multicouches ou parce qu'ils présentent une fraction organique importante qui nécessite des traitements qui sont non efficaces pour le recyclage actuellement. Et dans cette perspective, en fait, dans la stratégie évoquée précédemment de sites isolés, d'unités peut-être micro-industrielles, des solutions de traitement de ces emballages en compostage local, qui est une solution low-tech qui ne nécessite pas de gros investissements et qui sera convergent avec l'obligation de traitement des biodéchets, peut-être une solution pour les zones considérées. Donc, on parle d'emballages qui sont pas recyclables, mais compostables et qui pourraient être intégrés aux biodéchets finalement. Ouais, exactement, en fait, qui sont certifiés en compostage domestique selon la norme NFT 51800, qui sont aptes au contact alimentaire et qui peuvent proposer des propriétés identiques à celles du plastique conventionnel, mais qui présentent l'intérêt de pouvoir être totalement compostés selon les normes en vigueur dans des installations de compostage soit industrielles, si elles existent, soit en tout cas domestiques. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, je parlais des différents types de valorisation qui sont inclus, valorisation matière, valorisation énergétique. Donc, voilà, tout type de valorisation peut être inclus. À partir du moment où on est sur un emballage qui fait partie de la collecte sélective, il n'y a a priori pas de contre-indication à ce que ça soit inclus également comme projet proposé. Ok, super, merci pour votre réponse.
On a une deuxième question de la part d'Hugoline qui demande si on a déjà estimé les nouveaux volumes qui seront accueillis à partir de 2022 en ECT. Et Hugoline fait bien sûr référence au plastique et en particulier ceux qui sont, alors heureux, moi j'aurais dit plutôt dans l'ECT du coup dans la question, mais ouais, ouais. Alors en termes d'estimation, justement, c'est tout le travail qui est en train d'être déployé en ce moment avec les territoires. Les territoires ultramarins, tout comme tous les territoires au niveau national, et c'est un élément qui est inscrit dans la loi, doivent déployer l'extension de consignes de tri au niveau de la collecte sélective. Et donc ça passe en amont par une étude de préfiguration. Et cette étude-là sera lancée sur les territoires et en collaboration avec les territoires à partir de l'année prochaine. Et donc, c'est une étude qui vise à estimer les gisements, à identifier les différents scénarios voilà, d'organisation en termes de recyclage, mais également de logistique, etc., de la mise en place de cette extension de consigne de tri. Et donc, pour in fine, arriver à une prise de décision sur quel est le schéma le plus adapté en fonction des différents territoires. Donc, ces éléments-là, c'est des éléments qui, pour le moment, sont en cours d'être investigués. Et dont on pourra avoir plus d'éléments dans l'année à venir. Pour autant, tout à l'heure, on mentionnait le MODECOM, par exemple, c'est des rapports qui peuvent donner déjà des indications sur ce qui se retrouve en fait actuellement dans les ordures ménagères et qui sont pas triées. Donc, on a ces plastiques en extension de consigne de tri qui sont dedans. Citeo également est en train de mener toute une campagne de caractérisation des ordures ménagères, mais là vraiment sur l'axe collecte sélective. Donc c'est aussi des éléments qu'on devrait pouvoir avoir très prochainement. On a fait le tour des questions sur cette première partie. Ok, super. S'il y a d'autres questions qui reviennent sur cette partie, de toute façon, n'hésitez pas à continuer sur le chat. On a une nouvelle question. Une nouvelle question. Olivier qui demande si les centres de tri qui devront se moderniser pour l'ECT peuvent présenter leur investissement à cette AMI. Alors, là, on est sur un AMI qui est un AMI sur la valorisation des matières. Donc, toute la partie centre de tri, mais comme son nom l'indique, plutôt une fonction tri. Donc, il y a une fonction un peu amont par rapport à la valorisation. Hein. C'est bien évidemment nécessaire pour avoir les standards, les matériaux standards pour valoriser. Mais il faudra en tout cas, dans le cadre de cette AMI, que chaque projet présenté ait un aspect valorisation. Pour compléter la réponse, c'est vrai que là, on parle vraiment de recyclage et de valorisation. Donc, on est plutôt sur le gisement d'emballage et de papier qui sortent des centres de tri, j'allais dire aujourd'hui, en fonctionnement sur les différents territoires. Et pour rebondir sur ce que disait Tiki précédemment sur les études liées en fait à la mise en œuvre de l'extension du consigne de tri et justement quel schéma demain sur ces territoires de tri, je pense que ça fera l'objet peut-être de dispositifs spécifiques ultérieurement. J'espère qu'on a répondu à votre question et à vos questions. Je continue et parfait. Très bien. Alors, je continue sur maintenant les modalités de soutien technique et financier. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Alors, cette AMI, en fait, est arrivé après un processus un petit peu d'état des lieux de quels étaient les projets qui étaient en développement, en discussion, etc., sur les différents territoires ultramarins. Et suite à toute cette partie d'état des lieux, on va dire, on s'est aperçu que les différents projets qui pouvaient être dans les tuyaux étaient à différents niveaux d'avancement. Et donc, la particularité de cette AMI, c'est que pour répondre à ça, on a imaginé le parcours d'accompagnement en deux schémas un petit peu ciblés. Un premier sur un premier parcours qui est le parcours développement, et donc là qui va s'adresser aux porteurs et aux porteuses de projets qui
on sont vraiment au stade initial de leur idée. L'idée est là, on commence à la formaliser, peut-être on se rapproche de différents partenaires, etc. Et on veut s'assurer qu'elle est viable et qu'elle est réalisable. Ça, c'est le parcours 1. Le deuxième parcours va s'adresser aux porteurs et aux porteuses de projets qui, là, sont beaucoup plus avancés dans leur formalisation, qui peut-être ont commencé à faire les premières études, etc. Et qui envisagent très prochainement un déploiement concret de la solution. Donc, on a ces deux parcours-là qui sont proposés en fonction des profils, avec une possibilité de faire une passerelle et de passer de l'un à l'autre, hein, c'est-à-dire qu'un porteuse, une porteuse de projet qui est passée par le parcours 1, qui a bien développé son idée, on se dit que bon, ben là, ça colle au niveau de la technique, au niveau des types financiers, etc. On va pouvoir passer à l'étape lancement du projet. Donc, juste peut-être, on vous propose un petit sondage. Après. Ah, oui, il est sorti. Alors, le sondage, je vais y venir dans une minute, du coup. Pour finir dans l'articulation de cette AMI, donc on a bien ces deux parcours, avec une possibilité de passerelle entre les deux. L'élément aussi important, c'est qu'à ces deux parcours-là, il y a un tronc commun qui sera une étude de faisabilité qui permettra en fait de savoir si le projet est faisable, on va dire, d'un point de vue technique, d'un point de vue économique et aussi d'un point de vue environnemental. Donc, il y aura toute une partie bilan environnemental de la solution proposée qui sera très importante. Bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, les projets qui ont déjà engagé ces parties d'études, on ne va pas demander de recommencer à zéro et de refaire l'étude complètement, mais simplement peut-être de la compléter pour y ajouter les éléments qui sont demandés. Et puis, donc ça, c'est la partie qui sera vraiment en responsabilité, en charge pour les porteurs et les porteuses de projets. Et en parallèle de ça, Citeo va aussi pouvoir capitaliser sur l'AMI et pouvoir proposer une cartographie des solutions de valorisation locale en Outre-mer et donc pouvoir déployer et présenter ce savoir-faire, comme je le disais tout à l'heure, au niveau national. Donc, effectivement, je vous propose un petit sondage pour cette partie-là et de savoir à quel parcours, du coup, vous envisagez, vous, de postuler. Alors, parcours 1, parcours 2, ou peut-être aucun des deux, peut-être que vous êtes là simplement pour vous informer, mais en tout cas, pour voir à peu près comment est-ce qu'on se situe dans la salle. Alors, j'ai vu que le sondage était du coup sorti un peu avant, donc on a peut-être déjà des réponses. On a quelques réponses, on va vous laisser encore quelques secondes pour compléter. Pour le moment, on est sur quelque chose d'assez équitable entre les trois options. On a une vingtaine de répondants sur la quarantaine de participants. On vous laisse encore peut-être quelques secondes pour avancer dans les réponses. Alors oui, effectivement, là, on est sur 30, oui. En gros, on est sur plus ou moins un tiers, un tiers, un tiers. Et donc, effectivement, ça reflète bien ce dont on s'était aperçu et ce que je mentionnais tout à l'heure, à savoir, voilà, il y a un éventail assez large de profils d'avancement de projet. Et donc, l'idée, c'est de vraiment pouvoir répondre à ça. Alors, je vous propose de zoomer un peu, du coup, sur ce qui est intégré dans ces différents parcours en termes de soutien via l'AMI. Pour le parcours 1, donc qui est le parcours développement, on va être sur des cibles de candidats et de candidates qui ont, comme je disais, déjà initié les premières étapes de développement de leur projet, donc, qui ont par exemple mis en forme leur idée, qui ont commencé à discuter avec de potentiels partenaires, voire même qui ont peut-être déjà engagé certaines études de marché et de gisement. Et donc là, ce sont des candidats et des candidates qui souhaiteraient être accompagnés plutôt dans la formalisation en vue d'un déploiement qui serait potentiellement ultérieur. Là, l'objectif du soutien que propose Citeo, ça va être de pouvoir faire monter en compétence ces personnes via un cycle de formation ciblé. Et donc, le soutien Citeo va prendre la forme d'ateliers, de 3 types d'ateliers auxquels vont participer les candidats et candidates. Donc, premièrement, des ateliers techniques. Donc là, l'enjeu sera
d'identifier quelles sont les caractéristiques et les enjeux techniques du projet en fonction des flux spécifiques qui sont ciblés, mais aussi en fonction du type de valorisation qui est envisagé. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième type d'atelier, des ateliers économiques qui permettront simplement d'identifier les différents éléments permettant d'assurer l'équilibre financier du projet, donc voilà, en termes d'investissement, de coûts d'exploitation, de pertes et de profits, etc. Et puis également des ateliers partenariats qui permettront d'identifier les opportunités et aussi les processus de recherche de partenaires techniques et financiers. Et donc, pour chacun de ces ateliers, il y aura systématiquement une partie théorique qui vraiment posera les bases, et puis aussi une partie de cas pratiques, et notamment de mise en situation à travers les différents projets. Et comme je le disais tout à l'heure, on a la possibilité de passer sur le parcours 2 une fois qu'on arrive à la fin de ce parcours 1 et qu'il y a un go ou no go, alors plutôt quand il y a un go, on va dire, sur la solution proposée. Donc ça, c'est le parcours 1. Le parcours 2, le parcours lancement, là, on va être sur une cible de candidats et candidates qui ont déjà engagé les premières étapes de lancement du projet, donc qui ont déjà fait les études de faisabilité, peut-être déjà réalisé les demandes d'autorisation, peut-être ont même déjà sécurisé ou identifié certains financements et qui donc souhaitent être accompagnés dans le déploiement concret de la solution. Donc là, l'objectif, ça va être de financer une partie des dépenses nécessaires au lancement. Et donc, le soutien Citeo se fera sur 3, on va dire, lignes de dépenses éligibles. Premièrement, les tests amont, donc ça va être tout ce qui va être caractérisation de déchets, les analyses en laboratoire, par exemple, les prototypages de process, etc. Du financement pour de l'acquisition ou de la location en fonction de ce qui est proposé de matériel et d'équipement pour l'unité de valorisation. Et également, le financement de tout ce qui va être communication de lancement, qui est un aspect aussi important parce que on se doute que sur des solutions en plus de valorisation locale, donc qui permettent de vraiment déployer quelque chose sur le territoire, il y aura une sensibilité qui sera d'autant plus accrue des citoyens et des citoyennes qui réalisent les gestes de tri. Pour ce parcours, il y aura également une possibilité de prolonger si nécessaire, parce que, évidemment, en fonction des solutions qui sont proposées, et de l'ampleur de ces solutions-là, le projet pourra avoir un niveau d'avancement qui pourra être différent, notamment en fonction de tout le processus administratif ou de demande d'autorisation ou de recherche de foncier, etc. En termes de financement des projets, je vous ai remis ici le petit tableau qui est présent dans le cahier des charges de l'AMI qui reprend les dépenses éligibles, également avec les taux de financement Citeo et les plafonds. Donc pour le parcours 1, là on va être sur des dépenses qui vont être gérées en propre par Citeo, parce qu'en fait ça va être la formation, comme je le disais tout à l'heure, et donc les frais de formation et les frais de participation aux ateliers des lauréats et des lauréates, donc le transport, la restauration et l'hébergement. De ces ateliers qui auront lieu à Paris, au siège de Citeo. Donc tout ça sera pris en charge dans le cadre de l'AMI. Pour la partie lancement, donc ça va être le financement des 3 éléments que je mentionnais avant, test, équipement et communication. On va être sur 80% de financement pour tout ce qui est test et équipement, avec un plafond de 10 000 € par test et 300 000 € pour les équipements. À savoir que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, en fonction des solutions qui seront proposées, une analyse plus spécifique pourra être apportée. Et pour la communication, on est sur 30% des dépenses éligibles du projet, avec un plafond de 5 000 € par campagne. Pour ces 2 types de parcours, on a toujours le tronc commun que je mentionnais tout à l'heure, donc l'étude de faisabilité. Cette étude de faisabilité est également financée en partie dans le cadre de l'AMI à hauteur de 80% dans une limite de 50 000 €. Et donc, les porteurs et les porteuses de projets pourront faire appel à des bureaux d'études ou des consultances pour réaliser cette étude de faisabilité. À savoir que cette étude de faisabilité, le cahier des charges de cette étude sera proposé par Citeo pour pouvoir permettre que les projets puissent être comparables et qu'on soit sur des méthodologies similaires. Et enfin,
Dans le cadre du financement de ces projets-là, toute la partie pilotage est également prise en compte et on sera sur un taux de financement de 15% des dépenses éligibles du projet avec un plafond de 20 000 €. Voilà un petit peu pour la partie financement des projets. Pour finir sur cette partie-là, simplement un rappel du calendrier. Donc, on a eu le lancement de l'AMI le 19 octobre dernier. On est aujourd'hui le 9 novembre en webinaire de présentation de l'AMI. La prochaine échéance sera le 31 décembre, donc fin d'année pour le dépôt des dossiers. Et puis, sur janvier-février, on aura tout un processus de sélection qui va nous amener en mars avec l'annonce et la contractualisation des projets. La réalisation est prévue sur tout le courant 2022, avec une fin de mise en œuvre des projets au 31 décembre 2022. Et puis ensuite, sur le premier trimestre 2023, ça sera la partie de finalisation des rapports et de clôture administrative des projets. Voilà pour le calendrier. De nouveau, je fais un petit temps de pause pour laisser place aux questions, soit sur les différents éléments qui ont été présentés ou sur d'autres choses qui n'auraient pas été abordées. Alors, il y a Hugoline qui s'interroge sur la passerelle entre les deux parcours et qui demande si, premièrement, est-ce que le parcours 1 pendant 9 mois, puis après on enchaîne sur le parcours 2, ou est-ce qu'éventuellement le parcours 1 peut-il être interrompu pour basculer sur le parcours 2 ? Voilà, peut-être quelques précisions sur cette notion de passerelle entre les deux parcours qui existent. Alors, le parcours 1, donc c'est vraiment un parcours qui est indissociable, on va dire. Les différents ateliers qui vont être présentés doivent être suivis et tout ce processus-là doit être suivi dans le cadre de l'AMI. Il n'y aura pas de possibilité de dire moi j'assiste qu'aux ateliers partenariats ou moi j'assiste qu'aux ateliers techniques, etc. Vraiment, c'est conçu comme un tout et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte d'aborder tous les aspects qui sont primordiaux pour s'assurer que le projet est viable et voilà, qu'il n'y aura pas de surprise sur le déploiement. Donc, comme je disais, ces ateliers sont organisés par Citeo. Ils seront dispensés par des experts et des experts Citeo principalement et sur un calendrier qui sera aussi défini par Citeo. Donc ça sera quelque chose qui ne pourra pas être modifié, modulé. Et donc qui se passera jusqu'à la fin de l'année 2022. Maintenant, si passerelle il y a, donc à la fin de ce parcours 1, et notamment aussi au vu de l'étude de faisabilité, il y aura en fait une analyse et une décision si est-ce que oui on y va, est-ce que non on n'y va pas, ou si oui on y va, quels sont les ajustements, etc. Et donc ça sera vraiment à la fin du parcours 1 qu'il y aura cette passerelle qui sera possible et donc il pourra y avoir un avenant en fait au contrat du lauréat ou de la lauréate pour passer sur le parcours 2. Donc ça sera dans un second temps. Tiki, tu mentionnais l'étude de faisabilité. Hugoline demande également à quel moment cette étude va-t-elle se réaliser? Est-ce qu'elle est obligatoirement externalisée? Oui, alors la réponse à la deuxième question est oui. Si on reprend c'est ici. Les règles de financement, effectivement, les études de faisabilité sont externalisées. Après, comme je disais, pour autant, Citeo prend en charge dans le cadre de l'AMI 80% des dépenses de cette externalisation-là. Donc, il y a un accompagnement là-dessus. Et à quel moment? Alors, l'idée, c'est de vraiment pouvoir les réaliser sur de la même manière le courant de l'année 2022. Donc, il n'y a pas un calendrier strict de l'étude doit forcément être réalisée sur les 2 premiers mois et puis ensuite on fait les ateliers ou alors on fait d'abord les ateliers et ensuite l'étude. Ça, c'est vraiment libre aux porteurs ou à la porteuse de projet d'organiser et de proposer aussi en fait son planning prévisionnel dans ce cadre-là. Mais voilà, sur le courant 2022, on va dire en parallèle des ateliers. Il y a Pedro qui nous interroge sur le choix du bureau d'études ou du cabinet qui réaliserait cette étude de faisabilité. Est-ce que le choix du BE est à la disposition, on va dire, du lauréat? Oui, tout à fait. Le choix est être à la libre, on va dire, décision du lauréat ou de la lauréate. Pour autant, comme je disais, cette étude de faisabilité devra se faire en accord avec un cahier des charges qui sera proposé par Citeo.
En fait, il y a 2 éléments qui seront proposés par Citeo. Le cahier des charges en lui-même, pour encore une fois, comme je le disais, être sûr qu'on est bien sur un éventail d'analyses qui recoupe les éléments économiques, techniques et environnementaux, et aussi sur quelque chose qui sera comparable entre les différents projets. Et aussi sera joint à ce cahier des charges une trame de remontée des données, du résultat de cette étude de faisabilité, qui sera aussi un élément qui permettra de comparer les différents projets et aussi, donc, les comparer entre eux, ça c'est un élément, mais surtout pouvoir les comparer à l'existant de la collecte sélective et pour pouvoir voir comment est-ce qu'on se situe sur une amélioration des impacts économiques et environnementaux que je mentionnais au début. Toujours en lien avec cette étude de faisabilité, Hugueline demande s'il faut que le bureau d'études soit choisi par le lauréat avant de déposer son dossier, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut intervenir une fois la sélection faite? Bonne question. À mon sens, en tout cas, il n'y a pas de restriction en ce sens-là. Vous pouvez très bien, si vous avez déjà votre bureau d'études en tête. Alors, étant donné que le cahier des charges sera mis à disposition après contractualisation, dans tous les cas, le processus de sélection formel se fera après la contractualisation. Après, ça ne vous empêche pas d'avoir déjà un rayon de bureaux d'études disponibles et potentiellement mobilisables, mais ce sera forcément après, étant donné que le cahier des charges sera disponible après. Très bien. On a Olivier qui demande s'il est possible de présenter un même projet aux 2 parcours de l'AMI avant le 31-12 pour pouvoir bénéficier ultérieurement de la passerelle parcours 1 vers parcours 2. Alors non, ce n'est pas nécessaire. Si vous identifiez que pour votre projet, vous avez besoin de passer par le parcours 1, à ce moment-là, c'est au parcours 1 qu'il faudra postuler. Et après, comme je le disais, en fait, à la fin de ce parcours-là, dans tous les cas, il y aura une étude de est-ce que parcours 2 ou pas parcours 2. Donc, et il n'y aura pas besoin de repostuler ensuite pour un parcours 2. Ça se fera dans le cadre de cette analyse-là et via un avenant, le cas échéant. Donc, non, si vous admettez que vous souhaitez postuler au parcours 1, alors parcours 1. Très bien. On revient sur l'étude de faisabilité avec Pedro qui demande comment peut être estimé le montant de cette étude pour la présentation du dossier de candidature. Alors là, dans les règles de financement, on a mis un plafond à 50 000 € qui est ce que nous, on estime qui sera nécessaire pour cette étude. Donc, en gros, dans l'estimation, on est plutôt dans ces clous-là. Après, comme je disais, il y a déjà quelques éléments qui sont présents dans le cahier des charges de l'AMI, même si on n'a pas mis tout le cahier des charges. On sera sur des éléments de faisabilité technique, de faisabilité économique et de faisabilité environnementale. Donc, vous pouvez peut-être déjà vous baser sur cette partie-là de l'AMI. Alors, je ne me souviens plus exactement à quelle page est-ce que c'est listé, mais voilà, le contenu de l'étude de faisabilité est déjà plus ou moins listé dans l'AMI, et donc ça peut être des éléments qui peuvent vous permettre de déjà peut-être vous rapprocher du bureau d'études et d'avoir peut-être des premières estimations. On revient sur la notion de passerelle avec une interrogation de Stéphane qui demande, donc on est sur le parcours 1 jusqu'en 2023, puis parcours 2 à partir de mars 2023, ou est-ce que la bascule entre les 2 parcours peut s'effectuer, j'allais dire, plus tôt que cette date finale de remise des rapports? Oui. Alors là, si on reprend un petit peu le calendrier, effectivement, on a sur une fin de mise en œuvre des projets fin 2022. Et ensuite, on a ces 3 mois pour la clôture des projets. Dans tous les cas, il faudra que si il y a, les rapports finaux soient présentés et qu'il y ait cette partie d'analyse sur go, no go. Et ensuite, si c'est un go, il pourra y avoir un avenant. Donc, ce processus pourrait être, on va dire, restreint, durer moins longtemps,
c'est vraiment une deadline le 31 mars hein, pour clôturer tout ça. Maintenant, si vous avez fini votre projet et que le 2 janvier 2023, tous les rapports sont prêts, les éléments sont clôturés et qu'on a pris une décision, le 3 janvier 2023, le parcours 2 peut commencer. Après, peut-être rappeler que dans notre idée, hein, dans l'idée de Citeo, c'est de faire de cette AMI un peu un fil rouge, je vais dire qui ne s'arrête pas à la fin de l'agrément actuel, mais l'objectif de Citeo, c'est bien de raisonner à plus moyen et long terme sur ces sujets-là. Hugoline demande si un porteur de projet pense être prêt pour le parcours 2, mais que vous évaluez qu'il nous faut d'abord passer par le parcours 1, pouvez-vous basculer les dossiers dans ce parcours 1? Donc, on est un peu sur une passerelle inversée. On passerelle inversée, oui, au niveau de la candidature. C'est une très bonne question et effectivement, ça pourrait être le cas. Ça pourrait être le cas si vraiment le projet voilà, est pertinent, intéressant, etc., mais qu'on estime qu'il y a quand même un besoin de formalisation un peu plus poussée ou de montée en compétences, etc., on pourrait proposer aux porteurs et aux porteuses de projet de commencer par le parcours 1, tout à fait. On revient sur l'étude de faisabilité avec Olivier qui demande à quel moment le cahier des charges de l'étude de faisabilité sera-t-il disponible? Alors, le cahier des charges de l'étude de faisabilité sera disponible suite à la contractualisation des projets, donc qui interviendra en mars. Voilà, donc on est bien sur un cahier des charges voilà, qui sera diffusé aux lauréats qui auront contractualisé. Tout à fait. Pour le moment, on est arrivé au bout des questions du chat. Ah non, il y en a d'autres qui arrivent. Laura nous demande qu'il a été précisé qu'en début de présentation, le réemploi était exclu de l'AMI puisqu'il y a d'autres AMI qui concernent le réemploi. Oui, effectivement, on a mentionné des AMI que Citeo avait déjà lancé sur ces thématiques et qui, effectivement, aujourd'hui sont clos et qui sont en cours d'instruction. Donc là aussi, alors sur les thématiques de réemploi, on va être plus du côté de Citeo en attente des conclusions en fait du premier AMI pour voir le positionnement qu'on adoptera par la suite. Oui, c'est ça. On n'est pas sur des fonctionnements d'AMI ou d'appel à projet à guichet ouvert. C'est vraiment sur des processus qui sont cycliques comme ça et qui permettent d'évaluer ce qui s'est fait pour pouvoir aussi s'améliorer. Donc, bien que cet AMI-là soit clos à l'heure actuelle, il y aura une réouverture sur ce sujet qui est très important dans tous les cas. Alors, Bruno demande si la valorisation d'emballages ménagers recyclables issus de centres de tri de déchets OMR et encombrants ménagers entre dans le cadre de cet AMI. Alors, là, on est sur les déchets d'emballage ménager et de papier. Donc, tout ce qui va être encombrant, ça ne rentrera pas dans le cadre de l'AMI puisqu'on est sur un périmètre qui dépend d'autres éco-organismes. Après, pour tout ce qui est emballage ménager issu du tri sur OMR. Ouais, parce qu'il faut plus se conformer en fait aux standards aujourd'hui qui sont appliqués dans le cadre de l'agrément de Citeo. Et effectivement, aujourd'hui, sur ces emballages en sortie de centre de tri sur OMR, aujourd'hui, j'allais dire, on va être sur les métaux hein, qui rentrent dans le cadre des standards, les mèches fermes. Mais aujourd'hui, les autres emballages qui sortent des centres de tri, j'allais dire, ne correspondent pas aux standards matériaux de l'agrément de Citeo. Et là, pour en revenir au cadre de l'AMI, on est bien sur des matériaux qui répondent aux standards du cahier des charges de Citeo. Et ces standards-là sont rappelés en annexe 1 du cahier des charges de l'AMI pour plus de précision. Jean-Pierre demande s'il y a un nombre limité de lauréats par parcours. Non. Ça, c'est une question et une réponse simple. Il n'y a pas de nombre limité. Voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir développer la valorisation locale au maximum dans les territoires. On sait qu'il y a un déficit pour des raisons structurelles que j'ai rappelées tout à l'heure, mais on ne s'est pas fixé de limite là-dessus. On a Olivier qui interroge sur les modalités de financement.
et qui demande si les frais de brevet sont-ils éligibles au financement. Les frais de brevet. Les frais de brevet ne sont pas inclus dans les dépenses éligibles au financement en état actuel. Effectivement, c'est une bonne question pour autant. Parce que d'autant plus quand on se pose sur des innovations, ça peut être des éléments qui peuvent intervenir. Ouais, là, j'étais en train de penser là, sur l'aspect test, etc. Pour le moment, ce n'est pas un élément qui est inclus, mais pour autant, voilà, ça peut être quelque chose qui ouvre la réflexion. En tout cas, si vous l'envisagez, n'hésitez pas à l'inclure dans le dossier de candidature et ce sera évalué. Question d'Hugoline qui demande, on est toujours sur la thématique financement, est-ce que les aides aux investissements qui portent sur les dotations aux amortissements sur les 9 mois du parcours, si ces investissements ne sont mis en œuvre qu'à la fin de la période, qu'en sera-t-il de ces aides aux investissements? Alors, donc ça veut dire qu'en gros, si on est au-delà des 9 mois, est-ce que ce sera pris en compte ou pas, si je comprends bien? Et en fait, la réponse, c'est si ce sont des investissements qui sont liés à la solution de valorisation, de toute façon, ils seront inclus. Et si ça va au-delà des 9 mois, en fait, simplement, ça fera l'objet probablement d'une demande de prolongation du projet. Mais dans tous les cas, s'ils sont inclus dans le projet, voilà. Effectivement, la durée de l'AMI, quand on parle de durée d'AMI là, sur la ligne équipement, on parle de la durée de mise en œuvre du projet. Donc, si prolongation il y a pour une raison X ou Y, du coup, ça prolonge de la même manière cette durée-là. Une question d'Olivier sur les candidatures. Est-ce qu'un même candidat peut présenter plusieurs projets sur l'un ou l'autre des deux parcours? Tout à fait, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être le cas. Après, c'est une question de capacité du porteur ou de la porteuse de projet, hein. De toute façon, ça fait partie des critères de sélection et donc ce sera des choses qui seront regardées. Mais oui, si vous avez la capacité de déployer plusieurs projets ou alors un projet qui est prêt et puis peut-être une réflexion sur un autre avec un parcours 1 ou 2 sur l'autre, il n'y a pas de raison que ça soit limité. On arrive au bout sur cette partie des questions du chat. Peut-être si quelqu'un veut poser une question sur cette partie-là. Bonsoir. Bonjour. Est-ce qu'on aura possibilité d'avoir les slides là que vous nous faites passer? Oui, alors comme je disais, en plus au démarrage, en fait, le webinaire est enregistré. Donc, il sera également accessible en replay sur le site de Citeo. Parfait, merci. Alors, on a Hugoline qui demande une petite précision sur la réponse sur la durée de l'AMI. Peut-être repréciser la réponse qui a été faite. Oui. Alors, sur les équipements, donc que ce soit amortissement ou location, on est bien sur la durée de l'AMI. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, le calendrier qui est posé, c'est un démarrage des projets en mars, on va dire début avril, pour une mise en œuvre jusqu'à fin décembre. Donc, tout ça sera calculé sur cette base-là. Maintenant, les différents projets peuvent être amenés à solliciter une prolongation si on estime que pour une raison X ou Y, il y a besoin de plus de temps pour déployer ça. Comme je disais, ça peut être des délais administratifs, des délais de recherche de foncier ou toute autre raison qui puisse être entendable. Dans ces cas-là, on envisage de pouvoir prolonger la durée de mise en œuvre, on va dire de déploiement de la solution. Si cette durée-là est prolongée, admettons par exemple, on a une prolongation de 6 mois, un avenant sur une prolongation de 6 mois. Du coup, la prise en compte du financement de ces équipements, cette durée, elle sera prolongée d'autant. Donc, tout ça pour dire qu'évidemment, l'idée, comme le disait Nicolas tout à l'heure, c'est vraiment d'accompagner les projets de manière continue. Voilà, l'idée, c'est pas de faire un one-shot et puis ensuite, advienne ce qu'adviendra, mais c'est vraiment de pouvoir accompagner les solutions de valorisation. Donc, tout ça pourra être aménagé. J'espère que j'ai répondu à votre question.
Est-ce que peut-être vous pouvez aussi prendre la parole s'il y a quelque chose qui reste toujours un peu nébuleux? Alors, Hugoline a précédé ton appel à la prise de parole. Si le projet Je peux présenter par oral si vous voulez, ce sera peut-être plus simple. Allez-y, Si je vous en prie. Si on vous entend. Oui, bonjour, merci. Oui, la question, c'est que si les aides sur les investissements portent sur des amortissements d'équipements, ça veut dire qu'ils vont être comptabilisés à partir du moment où ils auront été installés et mis en œuvre. Et ça veut dire que si l'instruction, la mise en route du projet est retardée, j'ai bien compris que le projet, du point de vue de l'AMI, pouvait être prolongé aussi. Simplement, jusqu'à combien de temps et dans quelle durée de fonctionnement permettant des amortissements pourrait être prise en compte, parce que c'est ça qui va conditionner je veux dire, l'aide réelle financière sur un projet à investissement en machines, en matériel, en fait. Je ne sais pas si je suis un petit peu plus claire oralement. Oui, vous voulez dire qu'en fait, si dans le cadre du projet, admettons qu'il y ait prolongation ou pas, mais que l'acquisition de l'équipement intervient sur les derniers mois du projet, est-ce que finalement on va se retrouver que sur un investissement sur 2 mois ou 3 mois, ou est-ce que ça sera sur toute la durée de l'AMI? C'est ça, si j'ai bien compris? Peut-être pas sur toute la durée, mais en tout cas, oui, c'est de savoir sur combien de temps d'exploitation et donc d'amortissement on peut considérer que votre aide va porter. Eh bien, ce sera effectivement dans tous les cas jusqu'à la fin du projet. Ce sera jusqu'à la fin du projet, donc à partir du moment où, si le projet est prolongé de 6 mois, ça sera et que l'achat intervient, on va dire, à la fin de la première période, on va dire, eh ben, on sera sur 6 mois plus voilà, le moment où l'équipement aura été mise en œuvre, donc acquis, ou à partir du moment où la location aura démarré. Oui, tu avais une... Non, c'était sachant qu'il y a quand même des plafonds sur ces lignes-là. Oui. Il y a des plafonds sur ces lignes-là. Le plafond est à 300 000 euros, tel qu'établi. Après, comme je disais, chaque projet sera analysé de manière spécifique, mais voilà les règles. Après, je pense que dans le cadre de ces règles-là, l'idée, c'est peut-être aussi de définir un planning prévisionnel qui permette une prise en compte, on va dire, les plus optimums des dépenses. Bon, c'est une réponse de Normand, mais je comprends que ce n'est pas des sujets complètement figés. Disons que 300 000 euros de dotation aux amortissements, c'est quand même conséquent. Ça veut dire qu'il y a des investissements assez importants au maximum, en tout cas qui peuvent être admis. Mais si c'est sur une durée extrêmement courte, parce que le projet a pris le temps qu'il devait prendre pour pouvoir concrètement s'installer et démarrer, ça peut représenter en fait une somme très très petite à toucher, et donc une aide relativement modeste, on va dire. Mais bon. Ouais, tout à fait. Oui, effectivement, là, ça va être un jeu sur le planning. Ok. On a Denis qui s'interroge sur l'éligibilité des solutions de valorisation énergétique dans cette AMI. L'interrogation, c'est oui, les solutions de valeur énergétique sont-elles éligibles à l'AMI? Oui, tout à fait. Alors, c'est ce qui était mentionné sur une des premières slides, celle-ci. Qu'est-ce qu'on entend par valorisation? Effectivement, la valorisation énergétique est incluse dans le scope. Traditionnellement, Citeo est focalisé sur le recyclage, c'est les objectifs qu'on a dans le cadre de notre cahier des charges. Pour autant, on sait que les territoires ultramarins ont des contextes un petit peu particuliers, c'est ce que j'exposais tout à l'heure, qui font que en fait, 80% des tonnages sont exportés. Et là, dans ce cadre-là, on peut se poser la question de la hiérarchie de mode de traitement des déchets sur des bilans carbone, par exemple, qui peuvent être conséquents sur toute la partie transport pour l'exportation. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi étudier cet aspect-là. Donc, ça passera par une étude approfondie via l'étude de faisabilité avec une partie bilan carbone qui sera assez précise et conséquente et qui
permettra de comparer, on va dire, le bilan environnemental du projet au bilan environnemental de la collecte sélective telle qu'elle est faite actuellement. Et c'est sur la base de cette comparaison-là qu'on évaluera si effectivement on est sur une plus-value ou pas. Mais l'idée, c'était de ne pas fermer la porte à cette solution de valorisation. Donc oui, la valorisation énergétique est incluse dans l'AMI. Olivier revient sur le parcours 1 et la question de la prise en charge des frais de participation aux ateliers qui a été évoquée. Combien de personnes au maximum cela peut concerner? Alors, encore une fois, on ne s'est pas fixé de limite sur le nombre de projets qui pouvaient être lauréats. Les ateliers, l'idée, ce ne sera pas des ateliers individuels, ce seraient des ateliers mutualisés avec différents projets. Alors, bien évidemment que sur les ateliers techniques, par exemple, on ne va pas mettre des projets qui sont sur les métaux avec des projets qui sont sur le carton parce qu'on n'est pas sur les mêmes sujets, les mêmes enjeux techniques. Mais pour autant, ces ateliers-là seront faits ensemble avec les différents lauréats. Après, il y aura une jauge par atelier parce qu'on ne peut pas envisager des ateliers à 50, par exemple. Donc s'il y a beaucoup de projets qui sont sur les mêmes thématiques, on pourra dupliquer certains ateliers. On revient sur la partie financement des équipements. Pedro demande si pour des équipements qui seraient utilisés pour valoriser un flux, entre guillemets, Citeo et un flux issu de professionnels hors périmètre de Citeo, comment les amortissements seraient-ils pris en compte? Très bonne question. Ça, c'est un élément il y a une petite phrase dessus, en tout cas, c'est précisé dans le cahier des charges de l'AMI. Notre périmètre, c'est bien la collecte sélective et donc les emballages ménagers, les papiers graphiques. Et donc, le financement qui sera accordé dans le cadre de projets mutualisés sera proratisé au gisement qui concerne la collecte sélective. Bruno qui pose une question. Les emballages destinés à la valorisation énergétique doivent-ils respecter les standards matériaux? Alors, les standards matériaux qui sont actuellement définis pour Citeo sont des standards pour le recyclage et donc la valorisation matière. Effectivement, ce n'est peut-être pas forcément les mêmes que ceux qui sont nécessaires pour la valorisation énergétique. À mon sens, pour moi, dans ce cas de figure-là, le plus important, c'est que le standard qui puisse être valorisé, il correspond au standard de valorisation énergétique, puisque sinon, techniquement, ça ne marchera pas. Donc, dans ce cas de figure-là, peut-être que ça serait intéressant, effectivement, de préciser dans le dossier de candidature si vous ne vous référez pas à des standards de recyclage, quels standards sont applicables pour votre projet, et de pouvoir les détailler pour qu'on puisse les analyser ici. Il est arrivé non. Alors, ça suscite beaucoup de questions. Je voulais savoir, est-ce que le financement Citeo peut être aussi compatible avec un financement FEDER, par exemple? Vu qu'on a vu qu'en fait, vous allez accorder 80% de l'annuité d'amortissement, d'après ce que je comprends. Oui, tout à fait. Les financements, alors pour la partie de cofinancement, il me semble aussi que c'est un élément qui est précis dans le cahier des charges, mais je ne suis plus sûre, il me semble. En tout cas, les règles classiques Citeo en termes de cofinancement, c'est que la somme des financements soit égale au plafond qui est fixé dans le cadre de l'AMI. Donc là, par exemple, sur les équipements, on a un plafond de 80%. L'idée, c'est que ça puisse que ça puisse correspondre. Donc, par exemple, si vous avez un financement qui
qui prend en compte, admettons, 50%, bah, nous, on viendra compléter pour que ça arrive aux 80% des plafonds qui sont définis dans le cadre de l'AMI. Par exemple. Il y a une question de Blandine. Au vu des dates de dépôt, une instance publique peut-elle soumissionner pour un projet qui sera pris en charge financièrement par un opérateur privé par la suite? En cas de délégation de service public, par exemple. Donc, ça serait la collectivité qui serait la porteuse de projet, mais qui, du coup, le ferait porter par un privé, si j'ai bien compris. Oui, enfin là, dans le cadre actuel, alors c'est un élément qui est détaillé un peu plus loin dans la présentation, mais les personnes éligibles sont autant des personnes publiques que des personnes privées. Donc, il n'y a pas de contre-indication, en tout cas, à ce que des personnes publiques candidatent à l'AMI. Et après, dans tous les cas, il y a des groupements, on va dire des partenariats qui peuvent se faire dans l'équipe de portage des projets. Hein. Un projet sera pas forcément porté par une seule structure, donc c'est envisageable, a priori. Peut-être, Blandine, dans la formulation que vous présentez, vous pensez à quel type de montage? On serait sur de la valorisation énergétique d'emballage présent dans du résiduel. Mais du coup, avec j'allais dire des dates de mise en service qui cadreraient avec la période de l'AMI? La collectivité, justement, la collectivité aujourd'hui a ses études de faisabilité, de conception pour justement lancer une DSP, mais les investissements ne seront pas portés par cette collectivité puisqu'il s'agit d'une DSP. Donc, est-ce que dans la contractualisation ou dans le conventionnement, ça peut être tripartite pour qu'il n'y ait pas ce flux financier d'aide Citeo de la collectivité ensuite vers le délégataire? Dans ces cas-là, je me demande si ça ne serait pas plus simple directement que ce soit le délégataire qui postule. Ou alors, est-ce que peut-être la question, c'est parce que le délégataire n'est pas encore identifié? Exactement. Donc, du coup, on ne serait pas non plus sur une contractualisation tripartite, étant donné que la troisième partie ne serait pas encore identifiée. Donc, on serait vraiment juste avec la collectivité et puis une mission, mais sous réserve de qui aura à la portée, quoi. Parce qu'après, la question, c'est est-ce que l'unité en question serait opérationnelle Dans tous les cas, sur l'année 2022? Une partie des équipements le serait, oui. D'accord. Mais donc, si une partie de l'équipement le serait, a priori, c'est éligible en termes de planning. Parce que du coup, le délégataire serait identifié, serait pas identifié avant la fin de la période d'ouverture des candidatures, c'est bien ça? Le délégataire n'est pas identifié pour décembre, il le sera par la suite. J'ai envie de dire que on va pas se fermer la porte à un projet dans tous les cas. Donc oui, à mon sens, la collectivité peut effectivement candidater et du coup préciser cette subtilité dans le cadre du dossier de candidature et peut-être aussi, mais justement à quel moment est-ce que le délégataire sera identifié. Après, dans tous les cas, les délégations de services publics se font sur la base de consultation, de cahier des charges, etc. Donc peut-être aussi joindre ces éléments-là au dossier de candidature pour qu'en l'absence d'une identification précise de la structure, au moins on ait les critères de sélection de cette structure-là. D'accord, merci. On a Bruno qui
pose une question. Une filière de valorisation matière qui accepte un standard matériau autre que celui de Citeo entre-t-elle dans l'AMI? Alors, un standard qui serait autre. Peut-être est-ce que Bruno voulait préciser de quel matériau on parle, de quel standard? Dans tous les cas, il faut que ce soit un matériau qui soit un emballage ménager ou papier graphique. Faut que ça rentre dans le. Oui, Dans bonjour. Oui, Bonjour. donc si à l'issue du tri, voilà, le matériau rentre pas voilà, tout à fait dans le cadre des standards matériaux Citeo, mais que malgré tout la filière peut le reprendre tel quel pour faire une valorisation matière, est-ce que ça peut rentrer dans le cadre de l'AMI? Alors, les standards Citeo sont plutôt fixés et prédéfinis. Est-ce que vous avez une idée sur quel élément? Parce qu'en gros, les standards Citeo, ils sont principalement définis sur deux aspects. Sur un taux de non-conformité, enfin oui, un taux de non-conformité dans le matériau trié, et sur un conditionnement. Donc du coup, on parle bien de matières qui sont reprises en fait en sortie de centre de tri. Là, l'idée, c'est que les solutions de valorisation qui pourront être déployées dans le cadre de l'AMI, en fait, utiliseraient le gisement en sortie de centre de tri. Les centres de tri sur les différents territoires, actuellement, ils sont déjà à l'œuvre et ils sortent dans tous les cas des matériaux qui sont au standard. Donc en théorie, il y aurait pas de sujet sur cette question-là, à moins que vous envisagez peut-être un projet qui irait jusqu'à la collecte de nouveaux gisements. Non, c'est-à-dire s'il y a des matières plastiques ou autres voilà, qui voilà, cadreraient pas tout à fait avec les standards Citeo, mais que la filière voilà, les accepte telles quelles, voilà, est-ce que ça peut rentrer dans le cadre de l'AMI? Parce que du coup, ces gisements-là, ils seraient. Oui, ils sont bien issus, voilà, ils seraient issus du tri. Mais par contre, au moment où justement voilà, il y a la constitution des balles ou le conditionnement, ou même la qualité de la matière n'est pas forcément celle strictement exigée par Citeo, est-ce que ça peut cadrer dans la MI si le repreneur matière les prend pas forcément avec le standard Citeo? Mais parce que les, les matières qui seront utilisées pour la valorisation locale sortiront de centres de tri qui sont actuellement les centres de tri voilà, qui sont mis en œuvre sur les territoires et qui sont déjà au standard. Donc, c'est pour ça la question, c'était de savoir, est-ce que du coup, vous envisagez des gisements qui ne sortiraient pas des centres de tri actuellement mis au standard, qui proviendraient d'autres sources de collecte et de tri? Oui, d'autres, voilà, si c'est par exemple des centres de tri voilà, qui trient des déchets ménagers voilà, type OMR et que dans le lot justement il y a des matières qui sont sorties voilà, par tri mécanique ou optique, donc qui ne sont pas voilà, tout à fait au standard Citeo, est-ce que voilà, ça rentre dans le cadre de l'AMI? D'accord, je comprends mieux. Alors, non, il faudra effectivement que ces standards-là, Citeo, soient respectés pour pouvoir être pris en compte, pardon, puisque c'est vraiment la base, en fait. Toute cette activité reprise et recyclage, elle repose sur ces standards-là de tri. Et donc c'est un prérequis en termes de recyclage et voilà, de soutien et d'accompagnement en Citeo, c'est le respect de ces standards-là. D'accord. Oui, puisque c'est bien les matériaux au standard qui sont éligibles au soutien financier que Citeo reverse aux collectivités. Donc on est bien sur ce seul périmètre. D'accord. Est-ce qu'on a encore des questions? On n'a plus de questions dans le chat. Peut-être que certains voudraient Si quelqu'un veut prendre la parole.
Non. Ok, très bien. Alors, je continue sur la dernière partie. Pour autant, si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à vous manifester, pardon, dans le chat. Alors, le dernier élément, c'est simplement de reprendre le processus de candidature rapidement. En termes premièrement, de cible de l'AMI, à qui est-ce que s'adresse l'AMI? Donc, on a commencé à l'évoquer un petit peu tout à l'heure en disant que des personnes publiques et des personnes privées pourraient répondre à cette AMI-là. Et de manière plus précise, les 3 éléments qui seront des prérequis, ce sera premièrement que ces candidats et candidates puissent justifier de compétences ou d'une activité en matière de collecte et de traitement ou de traitement de déchets, et bien évidemment de préférence sur des déchets d'emballage ménager et de papier graphique. Et donc là, la précision sur cet élément-là, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir un acteur qui a déjà lui-même, on va dire, cette compétence-là, cette expérience-là, ou on peut aussi être dans le cadre de partenariats entre différents acteurs, mais en tout cas au sein de l'équipe projet oui, de l'équipe projet, il faut que cette compétence-là puisse être justifiée. Le deuxième élément, c'est que, bien évidemment, le projet s'inscrive dans les objectifs et le périmètre de l'AMI. Et puis enfin, étant donné qu'on est sur des solutions de valorisation locale, qui puissent proposer des retombées économiques en Outre-mer, alors qu'elles soient directes ou indirectes, mais notamment en termes de développement d'entreprises locales et de création et ou maintien d'emplois au niveau local. Donc ça, c'est un petit peu les cibles de l'AMI. En termes de modalités de sélection des dossiers, donc les dossiers seront tous évalués par un comité d'évaluation qui sera constitué d'experts et d'expertes CITEO, qui seront d'une part expertes des territoires qui sont concernés et également des différents flux de déchets ciblés, voilà, carton, plastique, etc. Et donc c'est dans ce cadre-là que les dossiers seront évalués. Ils seront évalués sur différents critères de sélection. Le premier critère, ce sera la pertinence et la cohérence globale du projet. Donc, est-ce que, en termes de tonnage, on est bien sur un projet qui prendra en compte les tonnages de collecte sélective? Est-ce que le dimensionnement est bien adéquat? Et également, est-ce que le projet intègre bien les différentes contraintes et les besoins du territoire au niveau local? Donc ça, c'est d'un point de vue global. D'un point de vue technique également, est-ce que le procédé de valorisation est pertinent par rapport aux déchets, par rapport aux quantités de déchets, mais aussi à la qualité de déchets? Est-ce qu'également toute la partie organisation et logistique qui y seront associées voilà, ont une cohérence dans le projet? Troisième élément, j'en parlais aussi tout à l'heure, la capacité des candidats et des candidates à mener à bien le projet. Alors voilà, ça sera et sur les compétences en termes de gestion des déchets, mais aussi en termes d'organisation, etc. Et quand on a bien évidemment des porteurs ou des porteuses de projets qui se positionnent sur différents projets, ça sera également pris en compte. Est-ce que la capacité à mener à bien tout ça est là? Quatrième élément, la performance. Donc, est-ce que dans le cadre du projet, on a bien défini des indicateurs d'impact et de suivi du projet, qui seront voilà, spécifiques et pertinents en fonction des solutions proposées? Et puis le budget et le planning et le dimensionnement de tout ça au regard du cahier des charges. Je précise quand même que les 2 parcours différents, du coup, seront tous les 2 évalués sur ces différents critères, mais pour autant, ils ne seront pas mis en concurrence l'un l'autre, puisque bien évidemment, on n'est pas au même niveau de maturité et d'avancement de projet dans les 2 cas de figure, donc il y aura bien une sélection qui sera spécifique pour chacun des 2 parcours. Et enfin, je vous ai juste rappelé ici les prochaines étapes qui s'inscrivent dans le calendrier que j'ai détaillé tout à l'heure, mais un petit peu plus en zoom. Prochaine étape, ce sera la date de limite de dépôt des candidatures, donc en fin d'année. Je vous encourage d'ici là voilà, si vous avez encore des questions vis-à-vis des dossiers, etc., à ne pas hésiter à prendre contact avec nous, et avec moi en l'occurrence, voilà, s'il y a encore des sujets à éclaircir, etc. En tout cas, la date sera au 31 décembre. On aura ensuite l'analyse des dossiers janvier-février et en mars, on annoncera les lauréats et on fera la contractualisation.
Voilà un petit peu. Est-ce que sur cet aspect-là qui était plus succinct, est-ce qu'on a également des questions? Ou est-ce que c'est plutôt clair? Sur cette partie-là, non, Hugoline qui dit merci pour toutes ces précisions. Avec plaisir, Hugoline. On attend encore un petit peu peut-être si certains ont des questions supplémentaires ou qui souhaitent prendre la parole, n'hésitez pas. Pedro demande si on peut préciser la confidentialité des données et des informations fournies. Alors effectivement, il y a une section spécifique là-dessus dans le cahier des charges de l'AMI. Le sujet de la confidentialité est forcément important, et encore plus même quand on est sur des solutions qui envisagent des brevets, comme on en discutait tout à l'heure. Donc voilà, la confidentialité des dossiers est respectée. Tout ce qui est présenté à Citeo voilà, sera strictement restreint à la sélection dans le cadre de l'AMI. Et de toute façon, c'est aussi des sujets qui seront inclus dans le contrat de projet pour les lauréats qui sont sélectionnés. Jean-Pierre a une question sur l'évaluation des dossiers. Il souhaite savoir s'il y a une pondération des différents critères d'évaluation pour aboutir à une note globale. Oui, il y a une pondération des différents éléments. Alors attendez, j'essaie de me remémorer cette pondération. On va avoir une pondération qui va être, on va dire que la majeure partie du pourcentage de la note va être attachée aux éléments techniques. Donc, que ce soit là la pertinence, cohérence technique et même la capacité des candidats, voilà, tout l'aspect performance et une deuxième pondération qui sera sur les aspects budget et financier. Quand on parle d'ailleurs de sélection sur critère budget, le critère, je précise quand même, c'est pas de savoir quelle est la solution la moins chère, entre guillemets, c'est vraiment de savoir est-ce qu'il y a une cohérence par rapport à la solution proposée. Les critères sont dans le dossier Non, c'est dans le cadre d'évaluation. Oui, les critères sont dans le dossier. Oui. Jean-Pierre, est-ce qu'on a répondu à votre question? Visiblement conservé. Visiblement oui. Merci Jean-Pierre pour votre réponse. Y a-t-il d'autres questions, interrogations qu'on pourrait partager ensemble? Il nous reste 5 minutes pour les dernières questions. Olivier qui te remercie, Tiki, pour la qualité et la clarté de ta présentation. Merci Olivier. Et merci de votre participation. En tout cas, je suis très contente de l'échange qu'on a eu parce qu'il y a eu beaucoup de questions qui étaient soulevées et je pense que ça va permettre voilà, d'avoir cet AMI est un peu particulier, voilà, en 2 parcours, etc. On est sur toutes les solutions de valorisation pour tous les déchets de la collectivité sur tous les territoires ultramarins. Donc, c'est sûr qu'on a des spécificités de cas de figure qui entraînent un certain nombre de questionnements et de commentaires. Et donc, merci de votre participation et de votre partage sur ces échanges.